bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude de notre thème annuel Humanité, penser l'essentiel et créer dans la beauté. Ce mois-ci, nous allons chercher à découvrir si la liberté est illimitée. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le mythe de Persée et la gorgone Méduse. Donc pour se situer dans la mythologie, cette histoire commence par la descendance de deux frères jumeaux, Proitos et Acrisios. La première lignée est donc celle de Proitos, qui signifie « celui qui met au premier plan les mondes de l'esprit ». Et la seconde lignée est celle d'Acrisios, qui lui évoque « celui qui avance dans la confusion sans discernement ». Ces deux frères jumeaux ne sont donc jamais d'accord et se confrontent tels deux ennemis, tellement leurs visions sont opposées. Ceci, on le retrouve bien au travers du chemin d'involution et d'évolution de la conscience, où nous pouvons trouver une voie plutôt mystique, celle de Proitos, tournée uniquement vers l'esprit, et une autre voie, tournée uniquement vers le concret, le matériel, incarnée par Acrisios, qui est une voie confuse car elle ne prend pas en compte l'aspect subjectif de la réalité. C'est dans cette dernière voie que se situe notre histoire que nous allons donc pouvoir poursuivre. Acrisios, c'est donc le roi de la ville d'Argos, étymologiquement la lumière pure, brillante et rapide. Il épouse Eurydice, et ont une fille qu'ils nomment Danaé, mais ne peuvent concevoir de fils afin de perdurer la lignée sur le trône. Alors Acrisios consulte l'oracle, et celui-ci lui annonce que leur couple n'enfantera pas de fils. En revanche, leur fille, elle, en aura un, qui le tuera. Alors, devant pareille prémonition, Acrisios va donc chercher à se protéger du destin. Il fait construire une chambre souterraine en bronze et y emprisonne Danaé, sa fille, avec une servante. Mais Zeus tomba amoureux de la jeune fille, et alors se transforme sous la forme d'une pluie d'or pour pénétrer dans la loge par une fissure du toit et y féconder Danaé. Quelques mois plus tard, Danaé met au monde un enfant, Persée, qu'elle élève en secret. Mais Acrisios ne tarda pas à le découvrir, et ne voulant pas croire à son origine divine, il l'enferme avec Danaé dans un coffre qu'il jette à la mer. Le coffre dérive alors jusqu'à l'île de Sériphos, où règne un tyran, Polydectès. Ils sont recueillis dans les filets du frère de ce roi, qui se nomme Dictys, et qui est un pêcheur de tempérament complètement opposé à celui de son frère, et qui va veiller sur Danaé et Persée jusqu'à la maturité de l'enfant. Mais le roi de l'île aperçoit Danaé et en tombe follement amoureux. Mais comme à chaque fois qu'il cherche à obtenir ses faveurs, il se trouve confronté à Persée qui se méfie de lui et qui le renvoie sur ses pas. Polydectès va donc chercher un moyen de se débarrasser de celui qui veille sur sa mère. Il fait donc savoir qu'il est désireux d'obtenir la main d'une autre femme, Hippodamie, une femme ravissante, mais que l'on ne peut obtenir qu'en offrant à son père les meilleurs chevaux en guise de dot. Alors, il demande à tous ses habitants de venir lui offrir leur meilleur cheval. Bien sûr, sachant que Persée et sa mère étaient pauvres, il ne pourrait répondre à sa faveur, et ainsi il pourra le piéger. Mais Persée ne se laissa pas démonter, et déclara alors au roi qu'il lui donnera non seulement un cheval, mais aussi la tête de la gorgone s'il le faut. Le roi le prend alors au mot, et lui demande de lui rapporter la tête de Méduse, sachant pertinemment que cela lui sera impossible, et qu'il ne reviendra pas vivant, car quiconque regarde la gorgone est instantanément changé en pierre. Donc arrêtons-nous là quelques instants pour l'interprétation du début de ce récit. Nous savons qu'au travers des mythes que nous étudions, tous les personnages sont des aspects différents d'une seule entité, et représentent symboliquement le chemin d'évolution de conscience de cette unité individuée. Donc ici, nous commençons notre cheminement avec une vision plutôt confuse, comme nous l'avons vu en introduction, puisque notre regard est plutôt centré sur le monde des formes,
en mettant de côté tout ce qui touche au monde spirituel. C'est la lignée que représente Acrisios. Or, celui-ci se marie avec Eurydice, celle qui représente la juste manière d'agir. Ainsi, comme ce couple, nous cherchons par l'intellect à agir correctement dans le monde des formes, à bien organiser le monde de manière très concrète afin de perpétuer notre espèce et ainsi prospérer. Mais la lignée ne peut se poursuivre car elle n'engendre aucun héritier mâle qui puisse succéder au roi dans la ville d'Argos, la ville de la brillante lumière. Par contre, la lignée se poursuit à travers leur fille, Danaé, qui est, elle, le symbole de l'union. C'est donc uniquement dans l'union que nous pouvons poursuivre notre chemin. Et en avançant dans cette union, nous quittons notre manque de discernement, notre vision confuse, puisque Acrisios, qui représente cette confusion, doit, d'après l'oracle, mourir. Nous nous retrouvons bien ici dans l'état de conscience moi-je, voulant exister pour lui-même, et qui, poussé par la conscience, va chercher une plus juste manière d'agir. Cela peut être dans la naissance d'une éthique de vie, qui va provoquer des changements dans le quotidien, et qui impliquera nécessairement une nouvelle union intérieure. C'est ce travail d'union que Persée va mettre en avant dans ce mythe, en perçant le voile de la confusion et en mettant fin à l'ego animal. C'est alors qu'on en vient à Zeus. Donc Zeus, lui, symbolise le sommet de la conscience, l'esprit divin, et vient féconder Danaé sous la forme d'une pluie d'or. Ainsi, goutte par goutte, l'âme infuse ses qualités dans la personnalité, transformant ainsi peu à peu notre vision étroite et limitée. Mais cette vision nouvelle se réalise tardivement, et lorsque la personnalité se rend compte de la naissance de l'âme à travers elle, elle refuse tout d'abord d'y croire. Elle rejette la vision de l'âme, qui entre en confrontation avec sa vision personnelle du monde, et qui, reconnaissant cela, sait qu'elle sera amenée à mourir, à s'effacer, et ce faisant, occulte ses réalisations intérieures. Aussi, Acrisios ne se rend compte que tardivement de la naissance de Persée, et décide donc de le rejeter en mer afin d'être mis hors d'état de nuire. Persée et sa mère, enfermés dans un coffre qui ballotte en pleine mer, échouent sur les rivages de l'île de Stéryphos, qui signifie l'île stérile, et sont recueillis par un pêcheur, Dictys. Le nom de celui-ci nous indique qu'il représente un simple d'esprit qui vit et travaille sous l'influence du soleil extérieur. Mais son frère Polydectès, qui gouverne l'île, traduit lui l'expression de notre personnalité réceptive des plans supérieurs. Ainsi, après avoir été rejeté par le mental concret et limité, notre union avec l'âme se tourne vers le mental tourné vers la lumière. Et c'est le mental tourné vers la lumière de l'âme qui met à l'épreuve en nous incitant à nous effacer toujours plus afin de réaliser l'inattendu. C'est ce que nous révèle Persée qui, alors qu'il se sent dépourvu, se lance un défi de taille. Ramener la tête de la gorgone Méduse. Reprenons alors le récit. Dans un premier temps abattu par son sursaut d'orgueil face au roi, Persée va être tout d'abord réconforté par deux divinités, Hermès et Athéna, venus en soutien pour le guider dans son périple. Revigoré par leur présence, Persée se rend auprès des trois grées, les trois vieilles, qui sont les trois sœurs des Gorgones. À elles trois, elles n'ont pour voir et se nourrir qu'un seul œil et qu'une seule dent, qu'elles se passent à tour de rôle. Et pour obtenir leur consentement à répondre à ces questions, Persée s'en empare au moment où elle se les échange et il refuse alors de leur rendre tant qu'elle ne lui révèle pas le chemin qui conduit vers les nymphes. Ces dernières sont en effet dépositaires des objets indispensables pour vaincre les Gorgones. Le casque d'Hadès, qui rend invisible, les sandales ailées pour se déplacer dans les airs, et la kibisis, qui est une besace d'argent frangée d'or. Persée récupéra donc auprès des nymphes ces accessoires magiques, et Hermès lui donna en plus une faucille adamantine, appelée harpée, qui permet de couper à travers du métal. Il s'élève donc dans les airs,
grâce à ses sandales ailées, et franchit l'océan, accompagné d'Hermès et d'Athéna. Arrivé jusqu'à la demeure des Gorgones, il les trouve toutes trois endormies. C'est alors que les deux divinités lui indiquent laquelle des trois est Méduse, la seule à être mortelle, et lui recommandent d'éviter son regard lorsqu'il lui tranchera la tête. Athéna guide la main de Persée, alors qu'il use de son bouclier comme d'un miroir, afin de ne pas croiser le regard de la Gorgone. De son cou tranché, jaillissent Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, l'homme à l'épée d'or, que Méduse a conçu de son union avec Poséidon. Les deux autres Gorgones, réveillés en sursaut, poursuivent notre héros qui réussit à s'échapper, rendu invisible par le casque d'Hadès, et portant la tête de Méduse cachée dans sa kibisis. Interprétons donc ce nouveau passage. Cette suite du récit nous montre que nous progressons vers l'union si nous choisissons de tendre notre mental vers ce qui vient d'en haut, afin d'être réceptifs des qualités qui émanent du plan de l'âme. C'est cette perspective que représente Polydectès, celui qui est en constante réceptivité de ce qui vient d'en haut. Dans cette attitude, les paroles qui sont traduites par notre cerveau ne sont pas de nous, et nous devenons transmetteurs d'un message que nous traduisons avec nos propres mots, nos propres ressentis, de ce qui émane des plans supérieurs vers notre individualité. Ainsi, Persée annonce au roi qu'il lui ramènera la tête de la Gorgone, sans toutefois savoir dans quoi elle s'engage. Ainsi, nous devons voir ce que représente symboliquement cette Gorgone. Nous avons vu que notre personnalité a tout d'abord rejeté l'union avec l'âme, car celle-ci dépassait les limites du cadre dans lequel nous vivions jusqu'à présent. Pour pallier à cet échec, lorsque nous maintenons notre mental fermement dans la lumière, nous réalisons alors toutes les peurs instinctives qui nous maintiennent dans nos propres pensées, formant ainsi un schéma bien établi qui nous enferme dans un monde que nous connaissons bien et que nous ne voulons pas voir changer. C'est cette peur que Persée va devoir aller chercher, afin que l'union entre l'âme et la personnalité puisse incarner dans la vie quotidienne de réels changements, qu'elle ne reste pas de belles pensées, mais bien une action qui vient bouleverser le monde intérieur afin d'établir de plus justes relations. Les Gorgones symbolisent donc nos peurs les plus enfouies en nous, celles à partir desquelles nous développons le réflexe de protection pour survivre, dans un environnement naturel en tant qu'être mortel. Mais si ces peurs sont nécessaires dans un premier temps pour survivre, elles deviennent alors une entrave lorsqu'elles maintiennent en vie de vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être, empêchant ainsi l'humain d'évoluer. Nous savons aujourd'hui que la peur est le fruit de l'ignorance. Et c'est bien cette peur qui surgit en notre héros lorsqu'il se rend compte de l'ampleur de la tâche qu'il s'est donnée à accomplir. C'est pourquoi deux divinités, Hermès et Athéna, vont lui venir en aide, afin de l'éclairer sur le chemin à suivre et le sortir de l'ignorance qui le paralyse. En effet, Hermès est un fils de Zeus, et représente la connaissance occulte, celle qui se cache derrière les apparences. Quant à Athéna, issue de la tête de Zeus, elle est la puissance de l'intelligence discernante, la force qui contribue à la croissance de l'être intérieur. Nous voyons bien que tout est réuni pour mettre fin à l'ignorance, et que celle-ci cessera dès lors que nous chercherons à mettre en place un discernement, et que nous chercherons aussi à répondre à la nouvelle impulsion de l'âme. La peur que représente donc Méduse est fondamentalement instinctive. Elle prend forme par la mémoire des souffrances et des douleurs du passé, par l'appréhension des souffrances futures, et par la forme pensée que nous avons construite de nos peurs et de nos phobies. Si au départ, les peurs instinctives qui nous dominent sont fondées sur l'ignorance des lois et des forces de la nature, ou sur la terreur de l'obscurité et de l'inconnu, elles évoluent de par notre expérience. C'est pourquoi nous retrouverons plus tard dans la lignée de notre héros Persée, un autre héros non moins célèbre, Héraclès, qui poursuivra le travail commencé ici en combattant l'hydre de Lerne. Ainsi, les peurs que nous connaissons tous aujourd'hui seront travaillées pour être éliminées. De la perte des amis ou des êtres chers, à la perte de la santé, de l'argent,
de la popularité, et à la peur d'échouer, à la peur qui prend racine dans le doute, celle de la négation et celle de la mort, cette dernière étant commune à toute l'humanité. Et bien d'autres encore, puisque nous ne pouvons pas faire une liste exhaustive de toutes les peurs ici. Nous l'avons vu avec Persée, lors de sa réaction à son impulsion venant de l'âme, la peur réduit l'homme à un atome de vie sensible, timide et épouvanté devant l'énormité du problème qui surgit dans son existence, conscient de son insuffisance, comme homme, à faire face à toute situation. L'homme est alors incapable de transcender ses angoisses et ses doutes pour entrer en possession de son héritage de liberté et de vie. Et souvent, il est si dominé par la peur qu'il craint pour sa raison, qu'il craint de devenir fou. Ainsi, la Gorgone serait donc l'expression d'un mouvement centralisateur des peurs instinctives, qui met un terme à l'évolution dans l'unité. Elle introduit la peur physique et le doute dans le mental, deux processus paralysants de l'action. Ainsi, la seule vue de la Gorgone peut-elle pétrifier. Fondamentalement, les trois Gorgognes, Méduse et ses deux sœurs, représentent l'énergie de vie qui soutient les activités mentales, mais qui subit une déformation lors de la polarisation mentale, pendant l'alignement entre l'âme et la personnalité. Pour réaliser l'exploit de tuer la Gorgogne, Persée est donc aidé par deux forces d'ordre supérieur. Athéna, celle qui veille à la progression de l'être intérieur, et Hermès, la lumière de la connaissance cachée. Ces deux divinités lui conseillent de se rendre chez les Grées, les vieilles femmes, symbolisant les impulsions pour un développement juste de la conscience, les plus anciennes réalisations du mental dans la vie, qui doivent lui indiquer le chemin jusqu'au repère des Gorgones. Les Grées n'ont à elles trois qu'un seul œil et une seule dent qu'elles s'échangent. Comprenons que nous devrons descendre profondément en nous, se saisir des mémoires archaïques, symbolisées par la dent, et aussi des lueurs de connaissances vraies que représente l'œil unique, afin de comprendre comment la Gorgone, ou la peur, se manifeste dans notre vie, ce qui nous permettra d'acquérir les outils nécessaires à la victoire. Mais parvenus au niveau des Grées, nous ne sommes qu'au stade de la prise de conscience de la déviation de l'énergie de vie. Et cette prise de conscience ne suffit pas pour être purifiée. Nous devons encore supprimer les déformations implicites de notre mental avec les outils adéquats. Le casque d'invisibilité, les sandales ailées, une serpe et la kibisis. La serpe a été remise par Hermès, le plus haut de la connaissance, et les trois autres objets par les nymphes. Celles-ci, le plus souvent filles de Zeus, sont des symboles de force de transition entre l'unité et la dualité. C'est pour cela qu'elles ne sont ni mortelles, comme le sont les êtres qui évoluent dans la dualité, ni immortelles, comme ceux qui appartiennent au monde de l'unité, bien qu'elles aient une vie extrêmement longue. Cependant, elles représentent des états proches de l'unité, et c'est pourquoi les anciens en ont fait les esprits de la nature. Pour vaincre la Gorgogne, le chercheur doit retrouver l'unité perdue et n'a d'autre choix que d'utiliser les outils que recommandent les nymphes. Persée est donc pourvu par les nymphes d'une paire de sandales ailées, qui lui permettent de se rendre au repère des Gorgognes aux extrémités de la terre. Ces sandales ailées sont un attribut d'Hermès, le niveau le plus avancé du mental. Elles symbolisent à la fois une capacité à s'élever au-dessus, à prendre de la hauteur par rapport aux situations, mais surtout à se rendre aux limites de la conscience, aux extrémités de la terre, par un déplacement rapide de celle-ci jusqu'à la source de la déformation. Le casque d'invisibilité lui permet de voir sans être vu, c'est-à-dire évite l'identification à la personnalité. Il symbolise le moment où nous nous plaçons dans un état décentré, lorsque rien n'est récupéré par la partie. L'affrontement direct est alors évité et la mort de la Gorgone se produit comme par surprise, simple conséquence du travail de préparation réalisé auprès des Grées puis des nymphes. L'invisibilité évite donc de se faire attraper par l'élément considéré. En ne focalisant pas notre attention sur l'élément qui pourrait nous faire réagir, on évite de le nourrir.
Persée ensuite, grâce à l'aide d'Athéna, qui dirige son bras, utilise une serpe, la harpée, que lui avait donnée Hermès, pour trancher le cou de Méduse. Ce mot harpée est le symbole d'un renversement d'équilibre. Cet outil décisif qui permet la victoire, de trancher le cou de Méduse, représente donc le renversement de l'équilibre de la conscience animale la plus primitive. Nous traversons souvent plusieurs étapes avant de toucher aux racines du plaisir et de la souffrance. Nous devons nous battre contre les répulsions, les dégoûts et les manques. Rappelons ici qu'il ne s'agit pas ici des douleurs corporelles, car le mythe de la Gorgogne est lié à la racine de l'élaboration du moi, à nos instincts animaux. Les forces qui jaillissent du cou tranché de Méduse, le cheval ailé Pégase et Chrysaor, grandissent tout au long de la quête, mais ne deviennent actives qu'à la mort de leur mère. Rappelons que Pégase, dont le nom signifie « eau vive » ou « eau puissante », est le symbole de la force de vie libérée de sa sujétion à la nature animale. Et Chrysaor, l'homme à l'épée d'or, est lui le symbole d'une capacité d'action juste et inflexible, soit l'incarnation de la volonté divine, la mise en action du plan. Pégase et Chrysaor sont des fils de Poséidon. Cela veut dire qu'ils ont été générés par le subconscient et ont poursuivi leur croissance en Méduse. Ainsi, libéré de la peur instinctive, notre être retrouve la conscience du plan d'ensemble et peut agir pleinement à son élaboration sur les plans les plus denses. Tuer la Gorgone, c'est donc libérer notre mental sensoriel des limitations et des obscurités naturelles, de la colère, de la peur, de la dualité des attirances et des répulsions, ainsi des réponses automatiques du plaisir. Toutes choses, cependant, qui ont eu leur nécessité d'être pour amener à la conscience de soi, à l'égoïsme. Mais comme celui-ci n'est pas une fin en soi, nous atteignons ensuite un seuil où peut se manifester la pure volonté du réel en nous, une énergie libérée de toute limitation et de toute déviation. Ainsi, pour que les énergies du plan de l'âme puissent travailler directement dans l'être, jusque dans le corps pour opérer sa transformation et amener une nouvelle radiation dans le monde. L'homme libéré est alors transparent à la lumière de l'âme, irradiant cette énergie à travers ses actions dans le monde, amenant ainsi une nouvelle réalité en manifestation. Passons maintenant à la fin du récit. Persée revient alors à Séryphos, où en exhibant la tête de la Méduse, il pétrifie le tyran Polydectès et toute sa cour. Il confie alors le trône à son bienfaiteur, Dictys, le frère du roi. Il remet la tête de la Gorgogne à Athéna, qui la place sur son égide, et Persée part alors pour Argos avec Danaï. Le roi Polydectès représente celui qui reçoit beaucoup d'en haut. Cette aide a déclenché le travail nécessaire de purification et de libération. Mais une fois cette unité réalisée, elle n'est plus nécessaire, et nous devons poursuivre notre travail dans le quotidien de l'incarnation avec humilité. Mais ce n'est pas la fin du chemin. Aussi Persée retourne-t-il à Argos, la ville de sa naissance d'origine, poursuivre un travail d'union, car il est avec Danaï. Donc on pourrait dire que le travail personnel s'arrête ici. Mais bien d'autres mythes participent à décrire le chemin jusqu'à ce point. À son retour à Argos, Persée n'y retrouve pas son grand-père, qui s'est enfui vers le nord, à Larissa, qui craignait en effet la réalisation de l'oracle qui lui annonçait que son petit-fils le tuerait. Persée le rejoint dans cette ville et le convainc de rentrer à Argos avec lui. Cependant, avant de partir, Persée participe à un concours athlétique et lance un disque qui tombe sur le pied de son grand-père et le tue. Rempli de douleur et ne voulant régner à la place de celui qui vient de tuer, il échange le trône d'Argos avec celui de Tyrinthe, où règne son cousin Mégapentès, fils de Proïtos. Persée fonde alors une ville nouvelle proche de Tyrinthe, Mycène. La mort accidentelle du grand-père de Persée, Acrisios, celui qui est dans la confusion, indique que le travail de discernement est terminé. Il consacre la fin de la peur et du doute. Et Persée propose ensuite un échange de trône à son cousin Mégapentès, un nom qui signifie la grande souffrance,
où cette compassion qui envahit l'être lorsqu'il est parvenu à cet état de libération est provenant de son intense perception du manque d'unité de l'ensemble des hommes avec le divin. La mort de la Gorgone représente donc une étape avancée du chemin. Mais il va falloir poursuivre le travail, comme le montrera les transformations décrites par les 12 travaux d'Héraclès, descendant direct de Persée. Ainsi, la libération est vue comme un processus cyclique, où chaque étape franchie nous amène vers une étape nouvelle, et ce, indéfiniment. La liberté est donc infinie, en ce sens qu'elle conduit l'être chaque fois à un nouveau palier de conscience. Les victoires de Persée mettent fin à la confusion et au manque de discernement, même si l'on peut encore avoir une certaine attirance pour les fonctionnements anciens. En effet, Persée veut remettre son grand-père Acrisios sur le trône, mais le tue accidentellement. Au terme de chaque progression dans les boucles de la conscience, notre sensibilité est croissante à la douleur du monde qui vit dans la séparation. C'est Mégapanthès, la grande souffrance, qui monte alors sur le trône d'Argos. Mais le détachement acquis permet de ne plus s'identifier à cette souffrance. Et naît alors la responsabilité d'une créativité nouvelle, en accord avec les nouvelles responsabilités qui nous incombent, dues à notre nouvel état de liberté. Persée érige alors la ville de Mycène, créant ainsi une lignée distincte, consacrée aux grandes orientations de libération qui suivra, décrites par les exploits d'Héraclès, arrière-petit-fils de Persée, dont les 12 travaux sont devenus légendaires.